Bonjour à tous. Merci pour votre participation et votre vif intérêt à la matinée tech, donc 260 IA et mobilité. Jusqu'où peut-on aller? Avant de commencer, on va faire un rappel assez rapide des consignes. Donc, concernant les questions-réponses, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions, donc qui se trouve dans la barre en bas à droite et pas dans le chat qui reste du coup un encart pour des échanges informels. Et sans plus attendre, je passe la parole à Martial. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous avoir en ligne ce matin. Voilà, donc je voulais tout d'abord remercier bien sûr les intervenants de ce matin, mais aussi par là même l'ensemble des auteurs de la revue qui ont contribué au numéro spécifique sur le sujet d'intelligence artificielle. Nous avons effectivement atteint le maximum qui était possible en termes d'inscription et bien au-delà, puisque nous rediffuserons bien sûr la séquence à ceux qui n'ont pas pu se connecter ce matin, puisque nous avions atteint le maximum possible. D'ailleurs, à ce propos, je me demande s'il n'y a pas certains robots qui se sont connectés ce matin. On va vérifier. Ce serait très intéressant de savoir si justement l'intelligence artificielle a permis à certains de se connecter, de lancer une connexion via certains outils utilisés sur ces sujets. Voilà. Donc, je remercie en particulier Frédéric Angeli qui a accepté d'animer cette matinée et je vais lui passer la parole un instant. Et à tout à l'heure pour la conclusion. Merci beaucoup Martial. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis très content d'avoir l'opportunité d'animer cette matinée tech avec vous. Donc, je suis Frédéric Angeli, je travaille pour le groupe Renault et j'anime au sein de Software République la verticale mobilité. Si tu peux passer au slide suivant, Jérémy. Donc, Software République, en deux mots, qu'est-ce que c'est? C'est un écosystème d'innovation ouvert, partenarial, souverain, construit autour de 6 membres fondateurs, Eviden, Dassault Systèmes, Orange, ST Microelectronics, Thales et le groupe Renault. Un 7e membre extrêmement intéressant sera annoncé à partir de mi-mars. Et ensemble, notre objectif, c'est finalement de construire le futur de la mobilité. Nous mettons en commun nos données, nos assets, nos go-to-market, nos outils pour être capables de construire des solutions innovantes. Au cours de ces derniers mois, nous avons dévoilé plusieurs projets concrets et novateurs. Je vais en citer 3 ici. À noter que ces 3 projets, finalement, contiennent de l'intelligence artificielle. Le premier projet, c'est la Mobilize Powerbox, première borne de charge bidirectionnelle fabriquée en France, donc qui permet aux véhicules électriques de restituer de l'énergie au réseau lorsque c'est nécessaire. Toute l'animation de l'écosystème de trading de l'électricité se fait grâce à de l'IA, donc c'est un sujet extrêmement intéressant. Un deuxième sujet, c'est Detect and Respond. C'est finalement une réponse aux vrais enjeux de connectivité et de cybersécurité pour nos véhicules. Donc là aussi, on a de nombreux acteurs de Software République qui sont engagés autour de ce projet. Et le troisième projet, c'est finalement l'Observatoire de la mobilité. On exploite finalement les données multimodales pour aider les territoires à comprendre les patterns de déplacement, origine-destination, par modal. Et ce projet a été présenté au dernier Salon des maires et des collectivités locales pour le compte de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, vous l'avez compris, tous ces projets s'appuient sur de l'IA. Et justement, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est finalement démystifier un peu le sujet de l'intelligence artificielle, vous montrer comment chaque métier, chaque domaine est capable de s'approprier les enjeux de l'IA et finalement des déclinaisons extrêmement concrètes. Et donc aujourd'hui, on va, et tu peux passer au slide suivant, on va présenter 4 sujets extrêmement différents. Vous le savez, les enjeux autour de la mobilité sont pluriels. Les territoires font face à de vrais challenges, des enjeux de sécurité routière, des enjeux de pollution, des enjeux d'occupation de l'espace public, de logistique urbaine, d'accès à l'offre de transport, de fiabilité de l'offre, de résilience, de mobilité inclusive, et j'en passe. Dans le même temps, et vous l'avez constaté en lisant la revue Tech 260 ou en déambulant dans les allées du Congrès,
l'IA, censée contribuer à résoudre tous ces problèmes, est partout, tout le monde en parle, et donc il nous apparaissait extrêmement intéressant de rendre le sujet très concret. Et donc, IA et mobilité, jusqu'où peut-on aller? Comment l'IA peut-elle aider à révolutionner les mobilités? Rassurez-vous, nous allons démystifier le sujet. Aujourd'hui, au-delà des exemples Software République, nous avons 4 interventions passionnantes permettant de comprendre l'utilisation de ces intelligences artificielles à travers des applications concrètes et dédiées à la mobilité. D'abord, nous accueillerons Erwan Michel de Swiroo, qui vous parlera de détection de presque accidents sur la route. Ensuite, nous écouterons Lisa Aymar et Denis Renaud, qui aborderont l'utilisation de l'IA et des données mobiles dans l'outil Fluvision d'Orange. Nous poursuivrons avec Vincent Talon de TwinsHell et ses robots autonomes de logistique urbaine. Et enfin, nous conclurons avec Lorena Garay-Guevara, qui nous montrera comment optimiser l'offre de mobilité grâce à l'IA et à la data. Pour l'ensemble de ces interventions, le cahier des charges était simple: présenter les solutions, le rôle de l'IA, les opportunités et les limites. Enfin, comme nous avons la chance de nous exprimer devant l'ensemble de l'écosystème et l'ensemble des acteurs de la tech, j'ai demandé à chaque participant d'exprimer ses attentes vis-à-vis du réseau et quelque part, rester attentif. Vous avez peut-être des sujets extrêmement intéressants pour les uns et les autres. Écoutez, je vous propose qu'on commence sans attendre. Veuillez noter que vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans l'onglet « Questions » et pas l'onglet « Chat ». Nous répondrons à ces questions à la fin de la session, donc n'hésitez pas, nous y répondrons avec plaisir. Erwan, je te passe la parole. Erwan, bonjour. Bonjour. Et pour qui travailles-tu? Bien, écoutez, je suis directeur général de Swiroo, une société du groupe Suisse Trafic. Nous sommes des experts en capteurs d'intelligence artificielle, en relevés complexes de mobilité. Alors, ça peut être par exemple des comptages directionnels, ça peut être des OD à l'échelle d'une ville, d'un territoire, ça peut être la détection des presque accidents, ça peut être aussi la détection des transports de matières dangereuses. C'est une trentaine de personnes, on fête cette année nos 25 ans, donc une grosse expérience, une grosse expertise, une présence internationale en Suisse, en France, en Slovénie, à Dubaï, et 4 millions de chiffre d'affaires par an. Alors, c'était la prochaine slide. Mais ouais. Ok, très clair. Donc, Swiroo, merci. Finalement, quel problème souhaites-tu résoudre? Alors, on souhaite résoudre le problème de l'accidentologie. On constate qu'il y a toujours... prochaine slide, s'il vous plaît. On constate qu'il y a toujours plus de 3000 morts sur les routes en France. Et on se demande comment l'intelligence artificielle peut-elle nous aider à diminuer ce nombre? Peut-elle diminuer quelque part la mortalité sur nos routes? Ok, concrètement, quelle solution proposes-tu? Alors, ça va être dans la prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, la solution qu'on propose, c'est une intelligence artificielle appliquée à la vidéo et qui va permettre de recueillir les classes des mobilités, leur trajectoire, leur vitesse et même leurs accélérations. Et avec tous ces ingrédients, en fait, on va être capable de détecter les presque accidents. C'est quoi un presque accident? C'est défini avec 2 critères. Le premier critère, c'est le point de croisement des trajectoires. Ça s'exprime en millisecondes, sachant qu'à 0 secondes, c'est évidemment l'impact. Et le deuxième critère, c'est la vitesse excessive qui s'exprime en km/h. Alors, on peut voir un petit exemple si la vidéo s'affiche. On peut rejouer la vidéo si possible. Un petit exemple de qu'est-ce qu'un presque accident. Ça peut être entre un piéton et un véhicule, ça peut être entre un cycliste et un véhicule, ça peut être entre différentes mobilités, même entre les voitures et les camions. Donc, on voit ici un petit exemple d'un passage piéton où il y a un presque accident qui est détecté. On voit qu'il y a un point de croisement qui est très faible et on voit que le véhicule circule très très vite par rapport à la limitation de vitesse. Ok, alors effectivement, c'est très clair sur la vidéo. Finalement, quel résultat as-tu obtenu et as-tu des exemples à nous montrer? Alors, ça sera dans le prochain slide. Eh bien, on arrive à constituer en fait une véritable matrice des presque accidents, ce qu'on appelle aussi matrice des risques. Et on voit par exemple sur le conseil départemental des Vosges qu'on a détecté sur une semaine de data 5 presque accidents critiques. On les voit ici dans la matrice, ils sont en rouge.
Et on voit un exemple en vidéo, effectivement, sur un tourne à gauche très, très critique. Il y a un véhicule qui passe juste avant un gros camion qui arrive très vite. Donc ça, c'est ce genre de situation qu'on détecte. Et ça permet donc à nos clients de proposer des mesures avant que de vrais accidents arrivent. Alors, quelles sont les mesures? Ça peut être, par exemple, de la limitation de vitesse, du marquage au sol, du réaménagement. Et en général, on fait ce genre de relevé sur une semaine. On propose des mesures et on va refaire les relevés en fait, pour vérifier que le taux de presque accident a bien diminué. Ok, donc le slide suivant peut-être pour la conclusion. Donc en conclusion, effectivement, on voit que l'intelligence artificielle, ça permet de relever des situations à risque. Quelque part, ça permet de prédire l'avenir, prédire qu'il y aura des vrais accidents quelque part. Et donc, ça permet de prendre des mesures. Et donc, ça permet de diminuer l'accidentologie, de contribuer à diminuer l'accidentologie. Ok. Écoute, c'est extrêmement intéressant. Finalement, les questions là qui me viennent, c'est comment tu passes à l'échelle, finalement, sur un sujet comme ça, et quelles sont les limites de ta technologie? Alors, comment on peut passer à l'échelle? Effectivement, ce qui est bien, ce qui est assez facile, c'est qu'on peut utiliser toutes les caméras mobiles ou fixes d'un parc de caméras existantes. Donc, on peut très bien utiliser les caméras existantes, mais aussi on peut compléter avec des caméras autonomes sur perche nomades. Et donc, ça permet d'avoir beaucoup de data finalement, puisqu'il y a des milliers et des milliers de caméras un peu partout, dans les villes, dans les territoires, sur les autoroutes, etc. En termes de limites, effectivement, c'est une très bonne question, puisqu'on a toujours besoin de vérifier la véracité des alarmes. L'IA n'est pas 100% fiable, malheureusement, ce serait trop magique. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on vend ce service sous forme d'étude, en fait. C'est plutôt de l'étude plutôt que du temps réel. Ok, eh bien, écoute, très bien, c'est extrêmement clair concernant ton sujet. Finalement, comme on l'a annoncé en début de séance, tu as devant toi les acteurs de la mobilité intelligente, le réseau ATEC. Est-ce que finalement, tu veux profiter de cette opportunité pour poser des questions et exprimer tes attentes? Bien, moi, c'est une technologie qui est très peu connue et j'invite tous les acteurs, les opérateurs des routes en France à tester tout simplement cette solution et puis sur des enregistrements, tout simplement, que ce soit des caméras fixes, mobiles, etc. Nous, ce qu'on offre, c'est qu'on offre 1 heure gratuite pour faire des essais. Donc, la première heure est gratuite, donc c'est assez facile de tester la technologie et de découvrir quelque part le potentiel de votre réseau de vidéo. Ok, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Erwan. C'était extrêmement clair. Donc un premier exemple ici d'utilisation concrète de l'IA à travers l'exploitation des images vidéo, des assets vidéo présents dans les territoires, la détection de presque accidents et donc la capacité pour les territoires finalement à jouer sur les aménagements routiers, une vraie capacité à faire des analyses avant-après. Et donc vous l'aurez compris, n'hésitez pas à contacter Swiroo pour faire finalement une première analyse gratuite, même à travers une vidéo que vous pourriez juste envoyer par mail. Et c'est extrêmement intéressant. Vous savez, lutter contre les presque accidents, c'est finalement lutter contre les accidents et a fortiori les accidents graves. Merci beaucoup Erwan. On a un tout petit peu d'avance, mais je propose qu'on passe sans plus attendre à la deuxième intervention. Nous accueillons donc Lisa et Denis. Bonjour à tous les deux. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Du coup, je vais commencer. Je suis Lisa Aymar, je suis chef de produit donc chez Orange Business. Et donc, je suis en charge de tous les aspects marketing du produit Fluvision dont on va vous parler. Denis, je te laisse te présenter à ton tour. Oui, merci Lisa. Donc, je suis Denis Renaud, donc je suis responsable de la recherche amont sur le produit Orange Fluvision et je suis dans la direction innovation d'Orange. Très bien, bienvenue à tous les deux. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre solution? Oui, bien sûr. Donc, c'est sur la slide juste qui suit. Merci. Donc, Fluvision, qu'est-ce que c'est? Donc, Fluvision, c'est une solution en fait qui permet de transformer les données du réseau mobile en indicateurs donc de statistiques
de fréquentation ou de mobilité. Donc, si je peux vous donner un exemple qui peut être un peu plus parlant. Donc, par exemple, grâce à cette solution, on a étudié en fait la fréquentation des marchés de Noël d'Alsace. Et pour cette période hivernale, les locaux donc, de là-bas, ils parlent souvent de surfréquentation. Mais ce qu'on a pu voir avec l'analyse Fluvision, c'est qu'en fait, la fréquentation, elle était représentée par 50% de locaux. C'est juste qu'en fait, au niveau des dates, ces locaux, ils avaient plus tendance à venir donc à l'ouverture des marchés, alors que, par exemple, les touristes étaient beaucoup plus présents aux périodes plus proches de Noël. Donc maintenant, intéressons-nous au principe de fonctionnement. Donc chaque jour, en fait, il y a des milliards d'événements réseau qui sont traités. Donc on récupère les données, on les anonymise en temps réel. Donc ce qu'il faut bien noter, c'est qu'il n'y a vraiment aucune possibilité de connaître l'identité de la personne. C'est pourquoi la solution, elle est totalement conforme au RGPD et aux réglementations de la CNIL. Donc ensuite, lorsque ces données elles sont collectées, elles sont redressées à la population globale. Donc pour cela, on utilise divers algorithmes. Et à la fin, donc, on crée des indicateurs métiers qui répondent à divers cas d'usage selon les verticales. Donc avec Fluvision, on adresse 3 verticales principalement. Donc il y a tout d'abord la verticale du transport, ensuite la verticale du tourisme et la verticale du retail et secteur public. Donc ces données, on peut les classifier en 3 types d'indicateurs. Donc tout d'abord les indicateurs de fréquentation, donc ça permet de connaître la fréquentation d'une zone. Ensuite, c'est des indicateurs de déplacement, donc qui permettent de comprendre vraiment comment les personnes se déplacent dans une zone. Et enfin, on a une notion de profil sociodémographique, donc pour avoir un peu plus d'informations sur les profils des personnes qui sont présentes. Donc si je peux donner des exemples de cas d'usage, donc par exemple dans le domaine du transport, les données Fluvision, elles peuvent permettre donc de mesurer la demande en déplacement global. Elles peuvent également permettre de comprendre donc comment ces déplacements ils évoluent en fonction des périodes. Et donc ça aide à détecter une saisonnalité s'il y en a une. Et enfin, ça peut permettre aussi d'analyser les flux de déplacement donc domicile-travail, ou encore d'évaluer des impacts de travaux, donc routiers par exemple, s'il y en a. Donc maintenant, je vais peut-être passer à la slide suivante pour vous expliquer plus précisément donc comment ça fonctionne. Donc, vous pouvez voir le schéma. Donc il faut savoir qu'en fait Fluvision, on se base sur le principe de bornage des téléphones aux antennes. Donc en fait, les téléphones, ils sont connectés sur le réseau Orange qui borne nos antennes. Donc et en fait, on a une zone d'étude qui est définie par le client, et donc les téléphones connectés sur ce réseau qui borne nos antennes, ils sont pris en compte. Donc pour information, en fait, ce qu'il faut bien noter, c'est que les mobiles, en fait, ils émettent des événements qui sont presque en continu. Donc ça peut être quand vous recevez un appel, quand vous recevez un message, mais c'est aussi quand votre mobile il resélectionne le réseau, et ça, on s'en rend pas forcément compte. Donc toutes ces informations, elles sont vraiment traitées en temps réel sur une plateforme. Donc elles ne sont pas stockées et elles sont directement anonymisées en temps réel et de manière irréversible. Donc ensuite, on continue et ces données, elles vont être donc incrémentées sur cette plateforme et elles vont compter en fait le nombre de personnes sur une zone, le nombre de femmes. C'est vraiment des compteurs qui sont incrémentés. Donc là, pour l'instant, on ne capte que les mobiles Orange. Donc ensuite, afin que la solution elle soit vraiment représentative de toute la population, on redresse à la population globale. Autrement dit, en fait, on passe d'un nombre de mobiles à un nombre de personnes. Et pour cela, en fait, on prend en compte divers facteurs, donc comme le taux d'équipement, les parts de marché locales d'Orange et diverses informations sociodémographiques. Et enfin, pour finir, donc suite à ce redressement, les indicateurs ils sont livrés sur une interface client. Donc le client peut télécharger soit des fichiers CSV qu'il peut retravailler lui par la suite. Et également, donc, ce qu'on a développé, c'est une forme de data visualisation. Comme ça, le client peut voir directement, en fait, ça l'aide à analyser nos chiffres de manière très rapide. Voilà pour le mode de fonctionnement de Fluvision. Écoute, c'est extrêmement clair. Merci Lisa. Finalement, quels sont les apports de l'IA aujourd'hui dans Fluvision et quels sont les nouveaux cas d'usage sur lesquels vous travaillez? Oui.
Donc aujourd'hui, un des sujets qui nous a occupé dans les dernières années et qui nous occupe encore, c'est justement d'amener les indicateurs flux vision qui sont faits à partir de données mobiles qui sont pas forcément par nature extrêmement précises spatialement et temporellement, pour leur donner une utilité dans le monde du transport, par exemple. Donc on a travaillé sur différents axes avec des techniques d'IA ou directement avec des IA en deep learning. La première chose sur laquelle on a travaillé, c'est la super résolution, c'est-à-dire la capacité d'augmenter la résolution spatiale et temporelle des données mobiles dans le but d'atteindre des usages qui sont difficiles à atteindre autrement. On a également travaillé sur de l'apprentissage pour obtenir de la multimodalité, c'est-à-dire être capable, à travers la mesure du réseau mobile, de détecter les différentes phases d'un déplacement et de leur attribuer une sémantique et une détermination modale précise. On travaille également sur des techniques de profiling, donc de profilage des personnes ou des objets qui circulent et qui communiquent avec le réseau mobile, dans le but de les classer dans des catégories pour pouvoir construire des indicateurs qui ont plus de sens au moment de l'analyse. Par exemple, on a développé un algorithme d'apprentissage on a développé une IA qui détecte si un objet qui se déplace sur le réseau mobile est un poids lourd, un véhicule utilitaire léger ou un véhicule particulier. Au-delà de ces aspects plus liés à la précision finalement spatiale et temporelle et puis à la caractérisation précise, on s'intéresse aussi à des problématiques de fusion de données. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de tirer parti à la fois des données mobiles, mais aussi de l'ensemble des données qui peuvent être disponibles, comme par exemple les données floating car data, dans le but de faire un enrichissement réciproque de l'ensemble de ces données-là pour atteindre une meilleure qualité globale. Et ça nous mène à une nouvelle problématique qui est celle qui nous occupe le plus aujourd'hui, qui est celle de l'apprentissage de modèles génératifs, avec comme objectif de nouvelles méthodes d'anonymisation très différentes de celles qu'on utilise aujourd'hui, qui vont permettre d'atteindre des traces synthétiques et dont le spectre d'utilisation est beaucoup plus large que les indicateurs agrégés tels qu'on les définit aujourd'hui. Et enfin, on a une activité qui est récurrente depuis le début de Fluvision, qui est liée à l'apprentissage pour l'extrapolation aux populations et aux quantités d'objets qu'on mesure. Alors toutes ces techniques qu'on utilise qui sont liées à soit à de l'apprentissage profond, soit à de la modélisation mathématique qui est habituellement utilisée dans les techniques d'intelligence artificielle, on les applique maintenant à des nouveaux cas d'usage qu'on ne pouvait pas atteindre autrefois, il y a seulement 2 ans. Donc on a une offre qui s'appelle Fluvision Transport Logistique qui est en train d'être ouverte, qui a pour but de mesurer les flux poids lourds sur le territoire, quelque chose qu'on ne pouvait pas faire sans ces techniques d'apprentissage. On s'intéresse de plus en plus à la problématique de l'empreinte carbone du transport, et de la même manière, on ne peut l'atteindre qu'à travers des modèles qui vont faire un apprentissage à partir de bases de données de référence pour faire la traduction de ce que nous mesurons par rapport à ce qui est à prédire. Aujourd'hui, on a déjà une offre qui s'appelle Tourisme durable qui est produite et qui amène des indicateurs sur l'empreinte carbone de l'activité touristique sur les différentes zones. Et on s'oriente, alors on a deux grands axes aujourd'hui sur lesquels on travaille. On a un axe qui est lié à la prévision temps réel à plus ou moins court terme, donc s'appuyant sur les variables mesurées à un instant donné par Fluvision, la prédiction à un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 2 heures de phénomènes de saturation qui pourront se produire dans le futur à partir de ce que nous observons en ce moment. Et un deuxième phénomène qui nous intéresse, c'est accéder aux simulations qui peuvent être réalisées sur les jumeaux numériques en amenant des données qui sont plutôt de la nature des traces synthétiques, qui vont permettre d'avoir une prise en charge beaucoup plus précise dans les algorithmes de simulation qui sont mis en œuvre sur les jumeaux numériques. Ok, bah écoute, merci Denis, merci Lisa également. Je pense que c'est très clair, on mesure bien finalement les progrès réalisés côté Orange Business et l'enrichissement progressif de l'outil Fluvision, c'est vraiment enthousiasmant. Finalement, même question, vous avez l'opportunité d'avoir le réseau ATEC en face de vous. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des opportunités à mettre sur la table aujourd'hui?
Oui, oui, Frédéric, on en a. Donc, on va la récapituler dans la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, tout d'abord, en fait, on voulait revenir sur le fait que l'IA qui était appliquée aux traces mobiles, elle était vraiment gourmande en données de référence. Donc, ça peut être des données de comptage de véhicules, des données de floating car data ou encore des données de billettique de transport. C'est vraiment très gourmand. Donc, en amont, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de trouver des données externes, donc de monter des projets collaboratifs, de lancer des co-innovations. Donc ici, on s'appuie surtout sur l'écosystème académique. Et plus en aval, ce qui est intéressant pour nous, c'est de tester de nouveaux cas d'usage. L'objectif, c'est vraiment de trouver le maximum d'utilité aux données du réseau mobile. Et c'est à ce moment-là où on fait souvent appel à l'écosystème donc entrepreneurial et où le réseau ATech, je pense, pourrait être intéressant. Donc, si vous avez des nouveaux cas d'usage à tester, des idées et que vous pensez que les données du réseau mobile pourraient répondre à ces cas d'usage, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, on est disponible et on espère pouvoir répondre à vos attentes et à vos besoins. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. C'était extrêmement clair. On a 4 petites minutes d'avance, mais c'est bien, ça nous laissera plus de temps pour les questions et les réponses à la fin. Je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les poser à travers l'onglet questions en bas à droite de votre page. Essayez d'identifier le sujet, s'il vous plaît, sur lequel vous posez la question. Ça sera plus simple pour y répondre dans la session de Q&A. Je vous propose qu'on passe à la 3e intervention. Je vais passer la parole à Vincent qui va nous parler de logistique urbaine et de robots autonomes. Bonjour Vincent, peux-tu te présenter et peut-être peux-tu nous raconter comment est né le nom de ta société ? Bonjour, merci. Donc, je suis Vincent Talon, un des 2 cofondateurs de TwinsWheel. Le deuxième cofondateur, en fait, c'est mon frère jumeau Benjamin. Et en fait, TwinsWheel, c'est un jeu de mots initial et qui est resté en fait. Donc, vous avez compris, on est frères jumeaux. Donc, en anglais, ça fait twins. Et notre nom de famille, c'est Talon. Et Talon traduit en anglais, c'est il, d'où le fait qu'on dit Twins il. Et en fait, le W, on le prononce pas. Donc, voilà, c'est le jeu de mots, mais qui est resté. Du coup, je vais essayer de vous présenter rapidement ce que c'est que de la logistique urbaine avec des droïdes autonomes. Donc, slide suivant. Donc, pourquoi on a développé ces droïdes de logistique? En fait, c'est pour répondre aux enjeux de la mise en place des zones faibles émission ou des zones à trafic limité qu'on retrouve de partout en Europe. L'idée qu'ont les villes quand elles mettent ça en place, c'est pour réduire l'impact CO2 et polluant dans ces centres-villes, mais aussi réduire la vision qu'ont les citoyens de ces villes du risque d'accident avec les gros camions qui rentrent dans les centres-villes. Donc pour ça, toutes ces villes essayent de fermer, de mettre des barrières à l'entrée pour les vieux véhicules, alors soi-disant diesel, mais en fait électriques aussi, hein, à l'entrée des villes, et les remplacer par des petits véhicules comme les vélos cargo ou nos droïdes. Slide suivant. Donc chez TwinsWheel, on développe des droïdes de logistique dont l'objectif est de transporter les charges lourdes quotidiennes des gens dans les zones urbaines, avec 3 grandes verticales. La première, c'est tout ce qui est aide à la personne, notamment aider, seconder les personnes à mobilité réduite ou les personnes âgées avec des robots qui vont suivre ces personnes-là et porter leurs charges lourdes. Des robots, par exemple, qui sont utilisés aussi en Suisse dans les stations de ski sans voiture, où les gens se garent en bas de la station et font les 2-3 derniers kilomètres avec les robots qui vont porter les bagages et leurs affaires de ski, des robots de livraison sur des campus. La deuxième grande verticale, c'est tout ce qui est service, avec notamment la maintenance en ville. Alors on peut citer par exemple Enedis, donc tout ce qui est réparation du réseau électrique, pour éviter de rentrer dans la ville avec une camionnette diesel ou électrique. Les techniciens d'Enedis prennent le métro avec nos robots et portent leur matériel pour leur intervention de toute la journée,
ce qui leur permet des gains jusqu'à 50% de temps, parce qu'ils ne cherchent pas des places pour se garer, parce ils peuvent prendre les sens interdits. Voilà. Donc des gains très importants. Deuxième cas d'usage de service avec GRDF, où on a des robots qui patrouillent la nuit dans les centres-villes en autonome pour détecter d'éventuelles fuites de gaz sur le réseau et le remonter aux techniciens pour une intervention rapide. Ou enfin, avec le groupe Nicolin, des robots qui secondent les personnes dans le nettoyage des rues. Enfin, la dernière grande verticale, c'est tout ce qui est logistique urbaine, notamment avec la Poste, des robots autonomes qui permettent de rapprovisionner les facteurs en cours de tournée en colis et en courrier, ou transporter les colis entre bureaux de poste et faire de la collecte chez les commerçants et dans les administrations en fin d'après-midi. Un deuxième cas d'usage sur la logistique urbaine, c'est tout ce qui est fait avec Steph et le rapprovisionnement des magasins en produits frais ou en produits surgelés avec des caisses isothermes à l'arrière des robots. Et enfin, des exemples de transport de matériel de BTP, notamment avec Wurtz en Finlande, à Helsinki. Slide suivant. Chez Twinswheel, on a 3 types de robots qui ont des tailles différentes en fonction des besoins. Le petit CTS qui lui est capable de porter 50 kg, le M et le L qui eux sont capables de porter 150 à 300 kg. Il est à noter que les CT M et L ont des caisses à l'arrière complètement interchangeables, c'est-à-dire que la base mobile qui porte les capteurs, les batteries, les moteurs sont partagées entre plusieurs cas d'usage et plusieurs métiers, et les caisses peuvent être changées très facilement en moins de 5 minutes. Tous nos robots sont 4 roues motrices, 4 roues directrices, ce qui leur permet d'être extrêmement agiles dans nos villes européennes et notamment les centres historiques. Slide suivant. Nos robots, ce sont des petits véhicules autonomes qui embarquent un grand nombre de technologies, notamment en termes de capteurs pour percevoir l'environnement et se localiser. On va retrouver des lidars 3D, des caméras stéréoscopiques, des caméras time of light, des caméras couleurs, des centrales inertielles, des GPS et tout ça. Ce qui leur permet de calculer en interne, ils embarquent toute l'intelligence avec des CPU et des GPU pour parfaitement percevoir leur environnement. Nos robots ont des formes un peu atypiques, avec cette forme cartoon et qui rappellent des vieux véhicules français, là en l'occurrence, et des matrices de LED pour les yeux, des systèmes de son. Tout cela participe à l'acceptabilité de ces robots en ville. On essaye de transmettre autour de ces animations et de les façons de se déplacer de nos robots des émotions aux gens avec qui on partage la voirie, de façon à ce que la cohabitation se passe le mieux possible. Slide suivant. Nos robots peuvent ont 3 principaux modes de déplacement. Le premier mode, c'est un mode suiveur, mode follow me, où une personne s'appaire avec le robot et ensuite le robot suit ce maître comme un petit chien et porte ses charges lourdes. Le deuxième grand mode, c'est le téléopéré, c'est-à-dire qu'on remonte au travers de la 4G ou de la 5G les flux de data qui sont collectés par le robot, et un téléopérateur peut piloter en direct ou en indirect le robot à distance. Et enfin, le dernier mode, c'est le mode autonome dans une zone connue, c'est-à-dire qu'on a cartographié la zone, on définit des routes virtuelles qui sont validées, et ensuite nos robots ont la possibilité de se déplacer de façon complètement autonome sur ces routes en évitant les potentiels obstacles dans une bande de plus ou moins 1,5 m autour de cette route virtuelle. Il est à noter qu'aujourd'hui, Twinswheel est la seule entreprise en France à être autorisée à faire rouler des véhicules autonomes dans les hypercentres-villes, et on a 13 expérimentations qui sont notamment à Montpellier, à Toulouse et à Paris-Saclay. Slide suivant. Donc là, c'est juste pour revenir sur l'usage des robots 24 heures sur 24, avec une base mobile qui est partagée entre plusieurs utilisateurs, comme là à Montpellier, où par exemple le matin, les robots vont servir à rapprovisionner les magasins et les restaurants. Dans la matinée, c'est livraison de colis pour la poste. Entre midi et 2, ils sont transformés en food truck pour livrer la nourriture. L'après-midi, avec Nicolin, ils vont permettre à nettoyer les rues de la ville. Le soir, avec la poste, on va faire de la collecte de courrier et de colis, et en soirée, c'est tout ce qui est livraison de courses, et lorsqu'on est sur des sites privés, on peut même changer la caisse et la transformer en robot de patrouille qui va faire de la levée de doute pour les agents de sécurité. Slide suivant.
Donc là, on va vous montrer une petite vidéo d'un des robots qui roule à Montpellier avec le groupe La Poste. Ah, la vidéo n'est pas passée, il faut revenir. Bon, sinon, Bon, les aléas du direct, a priori la vidéo ne se lance pas. Peut-être que tu peux. Ouais, je continue. Donc là, c'était pour vous montrer différentes expérimentations qui sont en cours avec ces véhicules autonomes. On n'a pas le droit de les utiliser d'un point de vue commercial, c'est uniquement expérimentation avec des dossiers à montrer, à développer avec notamment la DGITM. Et le gouvernement nous aide énormément à mettre en place tous ces robots et on travaille avec eux sur l'évolution de la réglementation pour aller vers un déploiement commercial à l'horizon 2025. 2026 de ces robots en France et en Europe. Et quelque chose de notable à noter, c'est que tous nos robots sont développés et fabriqués à Cahors, au-dessus de Toulouse. Et là, c'est les autres expérimentations que vous voyez dans le reste du monde. Donc nos robots s'exportent beaucoup en Allemagne, et Europe du Nord. Ok. Écoute, c'est très clair. Merci Vincent. On l'a vu finalement, tu nous l'as montré. Tes robots sont quand même équipés de nombreux capteurs pour être capable de se déplacer au cœur des villes et au plus près de la population. Donc les cas d'usage de l'IA sont très nombreux. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous parler des limites finalement et des difficultés que tu peux rencontrer dans l'utilisation de l'IA ? Alors, je dirais qu'au niveau des limites de l'IA, on va avoir, limite ou perspective, on va avoir 3 grands points. Le premier, c'est la capacité de l'IA à prendre en compte tous les cas possibles et imaginables. L'exemple qu'on prend tout le temps, c'est par exemple, quand on roule dans les villes à Montpellier, on peut avoir de temps en temps des pigeons qui viennent se mettre devant nos robots, notamment quand les enfants leur donnent des graines à manger. Et là, les robots doivent prendre en compte cet objet, le pigeon, et faire la priorisation entre l'enfant qui est à côté le robot et le pigeon, et donc plutôt aller, si jamais en cas de problème, écraser le pigeon que l'enfant. Voilà, c'est ce qu'on appelle le sautif. Donc c'est ce qui permet de prendre en compte tous ces cas d'usage qui arrivent de façon très très rare, mais qui peuvent mettre en défaut notre IA embarquée dans les robots. Et donc le deuxième grand item sur les améliorations et limites de l'IA, c'est tout ce qui est sur la partie justement safety, donc sûreté de fonctionnement de ces petits véhicules autonomes, même s'ils roulent pas vite et ils sont pas très lourds. C'est intégrer un maximum de mécanismes de sûreté de fonctionnement au travers de l'IA et de la valider. Et enfin, le troisième qui est plus sur la conception et qui est peut-être le plus important en fait, c'est que cette IA, ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'elle nous permet de faire la bascule d'ingénieurs ou plutôt de codeurs informaticiens vers des vrais ingénieurs qui utilisent l'IA pour coder leurs algos et sortir du monde informaticien et revenir vers des mondes beaucoup plus ingénieurs, beaucoup plus pratico-pratiques. Donc pour nous, c'est vraiment ça l'enjeu de l'IA, le changement de métier sur le véhicule autonome. D'accord, écoute, c'est très clair, merci. Tu nous as parlé finalement des différentes expérimentations qui sont en cours en France. Voilà, à l'image des autres intervenants, tu as l'opportunité de t'adresser à la communauté ATech. Est-ce que tu as des demandes particulières ? Alors, on va avoir deux grandes demandes. La première, c'est de pouvoir continuer nos expérimentations. Donc, s'il y a des personnes qui sont là autour de la table, qui sont intéressées sur des sites, sur des grands sites privés ou des villes, des territoires, de monter des expérimentations, surtout pas hésiter à nous contacter. Nous, ça nous permet d'emmagasiner énormément d'informations sur l'utilisation, les cas d'usage, mais aussi d'améliorer les softwares embarqués dans les robots et notamment l'IA embarquée dans les robots. Donc ça, c'est la première demande. Et la deuxième demande qui est un peu plus folle, c'est que vous l'avez sûrement compris, c'est que nous, on est très attachés aux 100% produits en France. Donc si des membres de la tech peuvent nous aider à aller vers cette production et ce sourcing de nos pièces à 100% en France, ça serait vraiment super. Ok, écoute, merci beaucoup Vincent pour cette intervention. Donc vous l'avez compris, on a parlé sécurité routière, on a parlé connaissance des déplacements à travers Fluvision,
On a parlé de logistique urbaine et de robots autonomes. On va maintenant parler d'optimisation de l'offre de transport. Je vais te laisser la parole, Lorena. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour à tous et à toutes. Je suis Lorena Garay Guevara, responsable commercial chez Sitio. Et slide suivant, s'il vous plaît. Et Sitio est un éditeur de logiciels créé en 2018 avec l'objectif d'accompagner le réseau de transport, donc les collectivités publiques et les opérateurs, à mieux valoriser les données dont ils disposent grâce à l'utilisation des big data et de l'intelligence artificielle. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous avons accompagné plus d'une quarantaine de réseaux en France, en Afrique du Nord, en Moyen-Orient, en Espagne, et des réseaux de différents types, donc des réseaux de transport urbain, et bus, métro, tram, mais aussi des réseaux de transport interurbain, notamment des trains régionaux. Ok, c'est très clair. Est-ce que tu peux nous présenter finalement la problématique que tu adresses et les solutions que tu proposes? Oui, et slide suivant, parfait. Et oui, donc il y a 5 ans, quand nous avons commencé à développer nos solutions, et nous avons identifié qu'il y a une quantité énorme de données qui sont générées de manière quotidienne par les réseaux de transport, mais il y en a moins de 15% de ces données qui sont vraiment utilisées pour la prise de décision. Donc, nous avons identifié des freins liés à la gestion des transports qui empêchent une utilisation de la donnée. Une première barrière que nous avons identifiée est liée aux enquêtes terrain, qui sont la méthode principale utilisée pour connaître les déplacements des voyageurs, sauf que ces enquêtes sont coûteuses, donc sont faites tous les 5-10 ans, et sont souvent faites aussi sur des jours types, en semaine, hors des périodes de vacances, et ne représentent pas les changements réguliers des déplacements. Ces enquêtes, en plus, ne prennent pas en compte des sources de données variées comme les sources de données des systèmes ITS, les SAE, les comptages, la billettique. Donc, il y a ensuite une deuxième barrière que nous avons identifiée liée à ces systèmes ITS. Et donc, les SAE, la billettique, les comptages sont souvent en silo. Donc, c'est déjà des bases et très chronophages et complexes de croiser ces données. Mais aussi, les back-office de ces systèmes sont souvent très techniques. Et donc, ça fait que souvent aussi, il y a juste les profils plus techniques au sein d'un réseau de transport qui ont accès. Et une dernière barrière que nous avons identifiée liée au traitement des données et qui est souvent faite de manière manuelle avec Excel ou avec des logiciels qui n'ont pas une expertise métier, avec des logiciels de Big Data généralistes. Et donc, la tâche de retraitement des données reste assez chronophage et les usages limités à juste quelques statistiques. Donc, slide suivant. Donc, pour adresser ces problématiques et répondre à ces limites, nous proposons un processus automatique d'intégration des données de différentes sources. SAS, GTFS, billettique, cellule comptage, fraude, GPS ou autres sources aussi. Et nous agrégeons les données, nous les fiabilisons et ensuite nous appliquons des algorithmes de pointe qui permettent les calculs d'indicateurs d'exploitation. Donc, la ponctualité, la régularité du service, les temps de parcours et vitesse commerciale, entre autres, et les indicateurs de fréquentation. Donc, les origines-destinations, les montées-descentes, la charge à bord des véhicules et même la prédiction de l'affluence dans les courses à venir, avec le but de permettre les suivis des indicateurs de manière quotidienne. Ok, écoute, c'est très clair. Et du coup, comment utilises-tu l'IA de façon précise sur ces sujets? Donc, nous utilisons l'intelligence artificielle à 2 moments de notre processus. Donc, la première utilisation est pour la fiabilisation des données. Et slide suivant. Okay. Donc, nous avons développé des algorithmes d'apprentissage automatique qui permettent d'identifier de manière automatique des données aberrantes ou manquantes. Par exemple, des données billettiques délocalisées, des données d'USAE erronées ou non remontées, des problèmes avec les données de comptage, par exemple des charges négatives ou des incohérences entre les montées et les descentes. Nos algorithmes vont corriger ces données incohérentes et ensuite simuler des données sur la base des données historiques cohérentes.
Et la deuxième utilisation, donc, parfait. Et c'est ensuite, bon, une fois que nous avons fiabilisé les données, nous avons alors une base de données plus fiable, nous croisons les différentes sources de données et nous utilisons aussi, nous avons développé des algorithmes et apprentissage automatique aussi pour reconstituer les flux de déplacement. Et slide suivant. Donc, pour la reconstitution des déplacements, nous utilisons les données de validation de la billettique, les cartes d'abonnement ou les titres de transport qui ont un numéro identifiant. Nous suivons les validations d'une même carte, d'un même titre de transport, bien sûr de manière anonymisée, et cela nous permet de lier les différents trajets faits par un même voyageur et d'estimer la descente. Donc, nous avons les points de montée ou d'entrée au réseau avec la validation de la billettique. Nos algorithmes vont estimer les points de sortie du réseau ou l'arrêt de descente. Et ensuite, nous proposons alors des matrices origine-destination qui se mettent à jour de manière quotidienne. Mais aussi, avec ces informations, nous pouvons aussi reconstituer la charge et à bord des parcours ou à bord des véhicules. Et nous avons un dernier algorithme aussi qui permet d'aller un peu plus loin et permet aussi de prédire les niveaux de charge, l'affluence dans les courses à venir et de communiquer ensuite cette charge aux voyageurs via l'application mobile ou le site internet du réseau. D'accord, donc deux utilisations de l'IA pour l'intégration de la donnée et pour le calcul des indicateurs. Ok, quel bénéfice finalement tires-tu de l'exploitation de l'IA? Oui. Donc, l'utilisation que nous faisons de l'intelligence artificielle permet au réseau de transport, collectivités, opérateurs, d'économiser du temps dans le traitement des données, d'avoir des données plus fiables, donc plus exploitables, avec un but final d'optimiser le réseau grâce au suivi quotidien de la charge et des origines-destination, ce qui permet d'adapter l'offre en fonction de la demande réelle et de manière réactive, et tout en améliorant aussi la qualité du service, et parce que aussi nous permettons de suivre des indicateurs de performance des opérations. Ok, et vois-tu encore des limites aujourd'hui, des sujets à améliorer? Et nous avons perçu qu'il y a encore un manque de confiance dans l'intelligence artificielle et dans ses possibilités de reconstitution des origines-destinations, de la charge, de la prédiction. Donc, pour adresser cette problématique, nous faisons des enquêtes de confirmation pour contraster les résultats de nos algorithmes avec les résultats d'une enquête terrain manuelle. Et comme vous pouvez le voir, ou vous pourrez le voir après dans l'article de la revue, nous avons fait cette comparaison dans le réseau de Tours, où nous avons comme résultat une matrice OD presque identique à celle de l'enquête. Et nous avons réussi à reconstituer 90% des flux de déplacement avec une précision totale. Très bien, merci beaucoup. Bon, bah, écoute, ultime question, tu peux t'adresser à la communauté ATech. Est-ce que tu as des demandes particulières? Et déjà, nous sommes toujours ouverts et ravis d'échanger avec les réseaux de transport intéressés à suivre la fréquentation de manière plus fine et dynamique et à faire des comparaisons entre leurs enquêtes OD et nos reconstitutions algorithmiques, et de manière plus ponctuelle. Et dans ce moment, nous participons à un appel à projet au niveau européen et nous cherchons des collectivités publiques qui pourraient être intéressées à tester nos dernières innovations autour du traitement des données en temps réel, de la communication de la charge en temps réel et de la valorisation des données multimodales aussi. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Ok, merci beaucoup Lorena. Donc, vous l'avez compris, les cas d'usage, les cas d'application de l'IA en lien avec la mobilité sont très nombreux. Vous avez posé énormément de questions en parallèle de ces interventions. Ce que je propose, c'est que finalement chaque intervenant puisse répondre aux questions. On a maintenant un créneau de 15 minutes pour le faire. Voilà, on va essayer d'animer ça au mieux. Et Lorena, tu viens de prendre la main, donc je t'invite à
répondre à la première question. Ok, je voulais répondre en tapant mes mots, que tu peux répondre à l'oral. Et donc, sur la fraude, comment nous on prend en compte la fraude dans la reconstitution des flux de déplacement, il y a deux possibilités. Dans des réseaux qui ont d'enquêtes, qui font des enquêtes fraude, nous pouvons prendre en compte les taux de fraude estimés dans le réseau et dans nos modèles de reconstitution. S'il n'y a pas d'enquête et le réseau dispose de cellules de comptage, il y a une autre possibilité et nous pouvons estimer un taux de fraude. Et à partir d'une comparaison entre les données de comptage et les données de la vidéothèque et ensuite appliquer ce taux de fraude dans la reconstitution de la charge. Ok, merci. Je t'invite à minimiser la question. Erwan ou Vincent ou Lisa, si vous voulez répondre à des questions. Alors, moi, j'ai quelques questions. Effectivement, j'ai déjà répondu à l'écrit. Vos analyses se font-elles à partir de vidéos? Oui, bien sûr, c'est du temps réel ou du temps différé sur enregistrement. Est-ce que Swirou travaille avec les transports publics, y compris des trams? Pas pour le moment, mais la suite logicielle en fait sait détecter par deep learning les trams et les bus. Donc, on peut étudier effectivement les interactions avec les autres mobilités. Quel est le rapport de l'IA dans votre technologie? Est-ce qu'on pouvait faire ça avant en fait avec l'ancienne technologie? Difficilement, parce que en fait le deep learning aujourd'hui nous permet de bien classifier en 14 classes tout ce qui est piéton, trottinette, poussette, chaise roulante, etc. Donc on arrive vraiment à une analyse très fine et les interactions et les alarmes sont beaucoup plus fines du coup que précédemment. Comment est-ce qu'on choisit les lieux? Effectivement, c'est des lieux souvent où on a déjà un peu un doute. Hein, c'est des zones potentiellement accidentogènes, mais aussi des zones qui ont subi des modifications. Par exemple, si on modifie un passage piéton ou qu'on le décale, etc., où il y a des travaux, c'est des analyses qu'on peut faire effectivement. Et je pense que c'est à peu près tout. La partie software est-elle incluse dans votre offre? Oui, en fait. C'est notre suite logicielle en fait qui fait ça. Ouais. Ok, merci Vincent pour les réponses à ces questions. Denis, je vois que tu viens de rallumer ta caméra. Oui. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques pour Orange et Fluvision? Ouais, j'ai vu qu'il y avait des questions sur, par exemple, la détection de la vitesse des mobiles en déplacement. Je vais dire un petit peu dessus. Aujourd'hui, on a dans le temps qui s'écoule entre le moment où un mobile borne sur une antenne et le moment où il rentre dans les algorithmes d'anonymisation, on a quelques instants qui s'écoulent. Sur ces instants-là, aujourd'hui, on a une densité d'événements des mobiles qui est suffisante pour estimer cette vitesse. Donc, on a des estimations de vitesse qui sont pas du tout du domaine de précision qu'on a habituellement dans le monde de la, par exemple, de la détection de la vitesse maximale qui est habituellement utilisée. On est à peu près de l'ordre de 6 km/h d'écart type de prévision de la vitesse pour des vitesses au-dessus de 50 km/h. En dessous de 50 km/h, on a une incertitude qui est un peu plus grande, qui est plutôt de l'ordre de 10 km/h d'écart type, ce qui est quand même considérable si on s'intéresse à des problématiques opérationnelles sur la route. Aujourd'hui, on n'utilise pas ces vitesses comme des instruments de précision. On les utilise comme des instruments de cadrage qui permettent par exemple, de faire de la classification instantanée, d'aider à la classification instantanée d'objets qui circulent sur le réseau routier dans des grandes catégories comme par exemple poids lourds, véhicules légers. Mais à terme, on va avoir le réseau mobile évolue assez vite sur ces points-là et on va avoir accès à des détections de vitesse qui vont être de plus en plus précises de manière instantanée de par la relation qu'entretient le mobile avec le réseau mobile. Ok, est-ce qu'il y avait d'autres questions pour la solution Orange? Le reste, on avait répondu principalement à l'écrit. Je ne sais pas s'il faut réexpliciter à l'oral ou si nos réponses sont assez claires dans le...
dans la partie réponse aux Je questions. pense qu'on a un petit peu de temps pour reprendre les réponses, donc peut-être que vous pouvez les expliciter à l'oral, ça évitera que tout le monde ait à chercher les réponses dans le nouvelle question, si ça t'embête pas. Ok, oui, pardon. Il y avait des questions notamment sur les données sociodémographiques. Donc en fait, les données sociodémographiques qu'on livre, c'est des données qui sont basées en fait sur une segmentation Orange, c'est la segmentation GeoLife. En fait, elle a été déposée par Orange et cette segmentation, elle est réalisée à partir donc de données de l'INSEE, de la base client Orange et de diverses enquêtes. Et du coup, cette classification, c'est une base de critères et ça classe les catégories socio-professionnelles en 11 parties. Donc, c'est pas exactement les mêmes dénominations que les catégories socio-professionnelles de l'INSEE, mais ça fournit tout de même beaucoup de précision. Et en fait, ces catégories, elles sont affectées en fonction de la zone iris de résidence principale qui est détectée par les comportements des mobiles. J'avais une question sur le procès d'anonymisation. Est-ce qu'il permet de tirer de l'information de l'historique du mobile, de l'historique précis du mobile pour améliorer les profils qui peuvent être exploités? Alors, dans une certaine mesure, il peut le faire. Les algorithmes d'anonymisation qu'on utilise ont une capacité de segmentation spatio-temporelle du passé pour regrouper des personnes dans des comportements qui sont compatibles. Et c'est relativement aujourd'hui macroscopique, je dirais, en termes d'utilisation. C'est suffisant pour les indicateurs tels qu'ils sont proposés par Fluvision. Aujourd'hui, par contre, on travaille de manière assez précise sur des nouvelles techniques qui seraient plutôt inspirées, qui seraient plutôt des IA génératives, qui vont permettre d'améliorer cette capacité à puiser dans le passé de manière instantanée. Ok, je vois qu'il y avait une question autour de la RGPD, de la capacité à ne pas partager sa localisation. Vous y avez répondu par écrit, tu peux peut-être préciser la réponse? Oui, alors aujourd'hui, dans les conditions générales d'accès au réseau mobile d'Orange France, il est explicitement précisé que la localisation du mobile, et pas uniquement pour la finalité de Fluvision, peut être utilisée pour un certain nombre de services. Fluvision en fait partie. La nature de l'anonymisation irréversible qu'on met en œuvre en un temps très très court fait que par nature on ne peut pas se retirer de ces statistiques parce que on ne peut plus identifier les personnes qui ont participé à la constitution des statistiques. Donc aujourd'hui les mobiles Orange participent à la statistique Fluvision. Et aussi, on peut rajouter que dans tous les cas, quand il y a moins de 20 personnes, les statistiques ne sont pas du tout délivrées. Donc ça enlève encore une fois toute identification de la personne. C'est vraiment impossible. Tout groupe constitué dynamiquement de mobiles qui ont un comportement identique qui serait en dessous de ces 20 personnes est détruit. Donc aucune statistique ne peut sortir avec des données qui pourraient mettre en danger la réidentification indirecte des personnes. Très bien. Merci beaucoup. Je vois, Erwan, que tu as répondu à plusieurs questions sur ta solution Swiroo. Est-ce que tu veux partager les réponses à l'oral? J'ai déjà partagé tout à l'heure, mais je pense qu'il y a eu une petite confusion. Tu pensais que c'était Vincent qui parlait? D'accord. Non, alors pardon, si j'ai dit Vincent, mais je pense que il y avait une question notamment sur comment tu as validé la méthode. Oui, alors il reste une dernière question effectivement par rapport à tout à l'heure, donc à laquelle j'ai répondu par écrit. Effectivement, c'est quelque chose qu'on a réalisé en Suisse à l'origine en collaboration avec certains clients. Effectivement, la méthode consiste à faire des relevés sur une semaine. En général, c'est qu'une semaine. On peut faire plus, mais ensuite on propose des mesures ou alors c'est le client qui propose des mesures et ensuite on refait des relevés et des matrices pour vérifier que la situation est meilleure et que le taux d'accidentologie, de presque accident est meilleur. Après, la méthode, elle est flexible, ça varie vraiment d'un client à l'autre et on est tout à fait flexible là-dessus.
Très bien. Je ne sais pas si on a épuisé la liste des questions au niveau des intervenants. N'hésitez pas à reprendre la parole si vous voyez des questions qui restent sans réponse. De toute façon, je pense que Alexandra le reprécisera, mais toutes les questions qui n'auraient pas été traitées là pendant ce webinaire seront traitées a posteriori et vous recevrez des réponses par écrit. Donc, pas d'inquiétude, aucune question ne sera éludée. Si il n'y a plus de questions, peut-être peut-on démarrer la phase de conclusion. Alexandra, tu es la maîtresse du temps. Je te laisse me donner les consignes. Oui, en effet, Frédéric, tu as déjà tout dit. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Sur contact ou en répondant tout simplement à l'email que vous allez recevoir juste après la matinée. Et ensuite, on les transférera au speaker et on les transmettra transmettra les réponses par la suite. Et un sondage vous sera également envoyé dans l'email que vous allez recevoir juste après la matinée. Merci Frédéric. Ok, écoutez, je pense qu'on va démarrer la conclusion de cette session. Tout d'abord, merci beaucoup à toutes et à tous, et en particulier aux intervenants qui ont partagé leur expérience aujourd'hui devant nous. On le sait, le champ de la mobilité est un champ qui est extrêmement large. J'en ai parlé en introduction. Les territoires, notamment, font face à des challenges qui sont immenses. On a aujourd'hui fait le focus sur quatre solutions très différentes, et je pense que c'était vraiment intéressant de montrer comment les sujets de mobilité et d'intelligence artificielle sont extrêmement entremêlés. Donc merci une nouvelle fois aux intervenants pour la qualité de leur présentation. C'était extrêmement concret, extrêmement parlant. Bon, je pense que vous l'avez compris, l'intelligence artificielle aujourd'hui offre de nombreuses opportunités. Et on voit que tous les acteurs, tous les métiers sont en train de se l'approprier. Nos sujets de mobilité sont très gourmands en data, liés au fait qu'on évolue dans le cadre d'une mobilité multimodale. Ces données viennent de différentes sources et donc finalement l'IA offre une capacité d'intégration, une capacité de collecte de ces données qui est extrêmement puissante. Nos sujets de mobilité sont également soumis à de nombreux facteurs exogènes. Et finalement, l'IA permet de prendre un pas de recul et de bien comprendre finalement quels sont ces facteurs exogènes. C'est pourquoi aujourd'hui, finalement, la compréhension et l'optimisation des mobilités nécessitent des outils de plus en plus puissants. Autrefois, on parlait d'algorithmes, de systèmes experts, de machine learning, de deep learning. Maintenant, on parle d'IA, d'intelligence artificielle, et même d'IA générative. On sait que l'IA est un vecteur d'accélération, un outil qui va faciliter l'utilisation de cette donnée, qui devient de plus en plus présente, de plus en plus spécialisée. En contrepartie, et je pense qu'on l'a très bien vu dans les interventions qui ont eu lieu aujourd'hui, comme tout outil, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Dans votre caisse de bricolage le dimanche, finalement, chaque outil a un rôle bien spécifique. Vous pouvez chercher à en détourner l'usage, mais le résultat ne sera certainement pas garanti. Pour tous ceux qui ont testé d'ailleurs des outils comme ChatGPT, vous voyez que les réponses sont parfois contradictoires. Quand vous reposez dans le prompt plusieurs fois la même question, il arrive que ChatGPT se contredise. Donc finalement, vis-à-vis de ces outils un petit peu nouveaux, il faut bien évidemment garder un certain sens critique. C'est pourquoi on voit qu'aujourd'hui, il y a encore quelques limites à l'adoption, même si tous les jours, l'appropriation de l'IA progresse. Nos interlocuteurs nous ont parlé de besoins de supervision, de besoins de confrontation au réel. Et donc, on voit finalement que les métiers, de jour en jour, progressent et on repousse quelque part de plus en plus loin le seuil d'acceptation et de délégation vis-à-vis des IA. Notre rôle aujourd'hui collectivement, c'est aussi de rester extrêmement vigilant. Je ne vais pas parler d'éthique ou de social, je vais simplement parler de consommation énergétique. Vous le savez, les IA par nature
consomment énormément d'énergie et notamment d'électricité. Nous devons collectivement vérifier que les sujets de décarbonation auxquels l'IA tente de répondre ne soient pas largement compensés par la consommation énergétique qui viendrait rendre le bilan tout à fait défavorable. Bref, vous l'avez compris, l'IA offre beaucoup d'opportunités pour la compréhension, pour l'optimisation des mobilités. Tous les enjeux, finalement, notamment pour les territoires présentés en introduction, peuvent être traités grâce aux IA. On l'a vu dans les dernières générations d'intelligence artificielle qui sont en train de se déployer, les IA génératives. Maintenant, on peut même beaucoup plus facilement, avec un parcours utilisateur beaucoup plus simple, interagir avec ces intelligences artificielles. Et donc, je ne doute pas que dans un avenir très proche, nous verrons des applications extrêmement concrètes dédiées à la relation client, notamment. Il sera intéressant l'année prochaine dans le congrès ATEC de constater si les acteurs de la mobilité intelligente commencent à s'approprier ce type d'IA générative. Voilà, en quelques mots, je voulais conclure par quelques chiffres avant de repasser la parole à Martial pour la conclusion. 350, vous étiez aujourd'hui 350 à être inscrits à ce webinaire. Bon, le taux de transformation effectif est un petit peu moindre, on n'a pas eu 350 personnes connectées, mais en tout cas, c'est malgré tout un record. Et donc, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous mettions à l'honneur la revue Tech 260. Bravo à Marianne et aux équipes de rédaction pour le travail réalisé. C'était un numéro vraiment passionnant à lire. Vous l'avez peut-être constaté, aujourd'hui, nous sommes un 29 février. Ce n'est pas courant et donc j'ai utilisé l'IA de façon assez simple pour identifier le fait que c'est la 12e année bissextile 2024 depuis 1973, la date de création de la tech. Donc c'est un événement rare. Donc merci à nos 5 intervenants mobilisés aujourd'hui pour cette 3e matinée tech. Et donc d'après ChatGPT, pour aller plus loin sur la référence au 29 février, c'était aujourd'hui uniquement le 2e jeudi 29 février depuis 1973. Maintenant, je vous engage toutes et tous à aller vérifier parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ChatGPT n'était en fait pas vraiment sûr et la date du dernier jeudi 29 février serait en 1976 ou en 1996. À ce stade, je n'ai pas la réponse définitive. Voilà, et enfin, merci beaucoup à l'équipe ATEC de m'avoir proposé d'animer cette session. Vous avez fait un heureux. Donc j'espère que ça vous a plu. Et Martial, je te laisse maintenant la parole pour la conclusion finale. Merci à tous. Merci vraiment Frédéric pour avoir animé vraiment de façon très dynamique ce webinaire. On n'a pas répondu à la question jusqu'où peut-on aller avec l'IA et la mobilité et sur les mobilités. Et je pense qu'on n'a pas de réponse pour l'instant. On peut aller très loin. Comme tu l'as dit, il y a quand même derrière des sujets bien sûr de vie privée, ça on le répétera, mais des sujets d'énergie. Et un sujet qu'on n'a pas trop abordé, c'est le sujet de l'économie aussi, combien ça coûte et combien ça rapporte. Voilà, c'est quand même des questions qu'il faudra se poser dans l'avenir. Voilà, donc merci à toi, merci aux intervenants, merci bien sûr à ceux qui nous ont suivis. On est tout à fait d'accord que vraiment ce numéro de tech est passionnant. J'ai des retours de retour sur le sujet. N'oubliez pas qu'on a joué le jeu, on a fait aussi ChatGPT pour on a interviewé ChatGPT sur la mobilité et les réponses. Il y a une interview dans le texte, je vous invite à lire. Vous verrez que c'est un peu limité comme réponse. Voilà. J'en dirai pas plus. On peut passer à la slide suivante.
Alors justement, après, on continue bien sûr à travailler. Vous voyez que ce webinaire permet de lier, enfin, au moins d'amorcer des connexions entre les participants, hein, entre des maîtres, enfin, des collectivités, des maîtres d'ouvrage, et puis aussi des offreurs de solutions. Hein. Je crois que derrière après ce séminaire, je pense que des contacts vont être poursuivis, et c'est un peu le rôle de l'association, hein, de mettre en réseau des offres de solutions et puis des besoins. Je vous rappelle, donc le prochain numéro va porter sur l'évolution de l'automobile. L'auto-mu au semeur, hein, c'est le titre pour l'instant, on verra. Si vous avez des contributions, des idées de contributions pour ce numéro, bienvenue. Adressez-vous bien sûr à Marianne. Le suivant va porter sur les JO, hein, je pense un événement incontournable dans lequel le sujet de la mobilité, bien sûr, et de l'utilisation et du numérique sont très importants. Donc, il y a un sujet en particulier en développement qui est la vitrine des innovations de la mobilité. On est en partenariat sur ce sujet avec, bien sûr, la DGITM et l'AIT. Donc ça, c'est un numéro prévu pour juillet. Si on arrive à tenir les délais, c'est pas toujours évident. Et le numéro suivant va porter sur la sécurité. On a un petit peu laissé de côté pour l'instant, enfin, jusqu'à ces dernières années, le sujet de sécurité. Il revient à l'ordre du jour, notamment avec les nouveaux usages de la mobilité, les nouveaux moyens de mobilité, notamment les préoccupations qu'on va avoir sur la sécurité dans le milieu urbain par rapport aux usagers un peu plus vulnérables que les automobilistes. Donc ça, c'est un point de préoccupation. Donc ce sera pour la fin de l'année. Et slide suivant, je vous rappelle. Merci. Bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, bienvenue chez Tech ITS France. Hein. En adhérant, vous aurez quand même plus de facilité pour participer à ces webinaires, à ces événements sur les thématiques que vous souhaiterez, parce que vous êtes adhérent, donc vous aurez des forces privilégiées en termes de propositions pour proposer des événements. Rejoindre bien sûr les groupes de travail. Hein. On va travailler à nouveau sur la décarbonation, bien sûr, mais surtout avec l'apport du numérique sur la décarbonation. Véhicules automatisés, connectés, les données, les échanges de données sont toujours des sujets d'actualité. Et puis la logistique urbaine. Alors on envisage aussi un sujet sur l'adaptation au changement climatique. Hein, donc je dis bien adaptation. Donc la résilience, c'est quelque chose qu'on va démarrer. Bien sûr, vous aurez aussi, en tant qu'adhérent, accès à notre revue de presse, d'autres avantages, et puis contactez-nous pour plus d'informations, contactez l'équipe. Je termine là-dessus. Je crois qu'il y a encore une slide, juste pour vous remercier. Voilà, merci à tous. Et à nouveau, je crois qu'on peut aller encore beaucoup plus loin avec l'IA, avec sans doute quand même des réflexions à avoir sur l'aspect, sur les aspects, l'apport que ça va vraiment apporter à résoudre, déjà à connaître mieux les mobilités, ça c'est certain, c'est vraiment essentiel. Ensuite, sur les actions, les plans les contributions au plan des autorités concernant le développement des modes de transport et des différents systèmes de mobilité, il y a encore beaucoup de travail à faire. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour bientôt lors d'un de nos événements, et n'hésitez pas de toute façon à nous écrire, nous contacter si vous avez des idées sur tous les sujets liés à la mobilité. Merci et à vous et belle journée. Beau 29 février, effectivement. Mais je pense qu'avec un algorithme tout simple, on saura trouver les 29 février. Merci. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Alexandra, tu voulais dire quelque chose ?